je vais me permettre d'introduire donc le webinaire. Donc là, c'est un webinaire un petit peu particulier par rapport à ceux qu'on a eu jusqu'à présent et qui va être animé par Marion Dodge et Stéphanie Berthe-Desurmont qu'on ne présente plus tellement elles font partie intégrante du groupe Génétique et Cancer. Donc là, on va vous faire le retour d'un gène qui a été soumis à expertise pour être inclus dans le panel tube digestif, donc le gène NTH-L1. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont participé à la plénière d'octobre, du 16 octobre, on vous avait dit un petit peu comment on allait procéder maintenant dans les mises à jour de panel, donc des mises à jour qui se feraient dorénavant gène par gène. Et on avait trouvé que les webinaires, une fois qu'on nous, groupe d'expertise, on avait planché sur un gène et qu'on était arrivé à une décision, on trouvait peut-être, plutôt qu'attendre la prochaine réunion plénière du GGC, etc., qu'il était opportun en fait de profiter de ces possibilités de webinaire pour en informer le plus grand nombre. Alors, sachant que là, vu le schéma, vous pourrez vous exprimer à la fin. Comme on est très nombreux, il faudra soit lever la main, soit préférentiellement déjà mettre des choses par écrit de façon à ce qu'on puisse en garder trace parce que ça pourrait alimenter éventuellement, j'ai envie de dire, une réflexion complémentaire d'une groupe d'expertise à ce moment-là sur ce gène. Voilà pour la présentation. On ne va pas perdre plus de temps et donc je vais laisser la parole à Stéphanie et Marion que je remercie infiniment déjà pour tout le travail qu'elles ont animé déjà sur ce gène et pour leur présentation à venir. À vous. Merci beaucoup. Donc effectivement, on a le plaisir avec Stéphanie de vous faire le retour de ce travail du GT mise à jour panel sur le gène NTHL1. On va parler toutes les deux bien sûr et essayer d'alterner de façon fluide dans ce topo à deux voix. Alors très rapidement pour commencer le plan de ce webinaire, on va juste redire un tout petit mot sur le groupe de travail, mais Catherine en a déjà bien parlé, et rentrer très vite dans le vif du sujet avec donc le déroulé de cette expertise du gène NTHL1, reparler en introduction de la fonction du gène et des articles princeps dont on disposait déjà lors de la première définition du panel tube digestif. Et puis ensuite, vous parler des nouvelles données depuis 2020, celles issues des familles françaises, celles de la littérature, et vous dire pourquoi on a proposé l'inclusion de la NTHL1 dans le panel au sein du groupe de travail et quelles recommandations de prise en charge on proposait pour les patients. Alors, un tout petit mot, puisque Catherine vient de le faire sur le groupe de travail. Donc, le groupe de travail mise à jour panel, il s'est réuni pour la première fois il y a un an, le 28 mars 2025. Comme le disait Catherine, depuis, la charte de fonctionnement de ce groupe de travail a pu être établie. On a des documents types, notamment la fiche de soumission des gènes à expertiser. Et avec Stéphanie, on a inauguré cette fiche avec NTHL1, qui est donc le premier gène expertisé par le groupe de travail et dont l'expertise a été finalisée en réunion du groupe le 15 janvier dernier. Alors, vif du sujet, le gène NTHL1. Donc, pour rappel, le gène NTHL1, c'est un gène dont on avait déjà parlé lorsqu'on a défini la première version du panel tube en 2020. Il faisait partie des gènes qui avaient été analysés, mais il était resté dans cette catégorie intermédiaire qu'on appelait entre nous les gènes frémissants ou les gènes oranges, qui étaient les gènes qui nous paraissaient d'intérêt, mais pour lesquels les données de risque disponibles étaient insuffisantes, voire inexistantes. Et donc, on n'avait pas inclus le gène NTHL1 dans le panel, mais on l'avait défini comme un des gènes à inclure en priorité dans d'éventuels protocoles d'épidémiologie prospective notamment. Alors, quelles données on avait quand on a bossé sur cette première version du panel? On avait cette première publication, la publication Princeps, qui était une publication néerlandaise de 2015, qui décrivait l'identification chez 7 individus issus de 3 familles de variants délétères à l'état homozygote de ce gène, donc NTHL1, qui est un gène du système Base Excision Repair et qui code pour une glycosylase qui est impliquée dans la prévention des lésions oxydatives de l'ADN. Et donc, dans cette publication néerlandaise, c'était des données de whole exome sequencing chez 51 individus atteints de polypose adénomateuse atténuée ou d'adénomultiples qui n'avaient pas de variant sur APC ou MUT-YH.
Ils avaient donc trouvé chez cet individu ce même variant non-sens, avec des familles dont les histoires évoquaient bien une transmission autosomique récessive. Je vais vous montrer les arbres juste après. Donc, le phénotype qui rapportait chez ces patients, c'était des phénotypes de cancer du côlon avec polypose adénomateuse ou tout du moins adénome colique multiple. Et puis d'autres tumeurs, un phénotype multitumoral, pas défini du tout à l'époque bien sûr, mais des tumeurs extracoliques rapportées chez ces patients. Alors, les arbres de ces familles néerlandaises sont là. Donc, on voit tout de suite sur ces arbres l'aspect d'une pathologie de transmission autosomique récessive, avec dans ces 3 familles uniquement des frères et sœurs atteints, sans histoire de cancer ou d'adénome sans histoire marquée aux générations au-dessus. Et une des 3 familles était une famille dans laquelle il y avait de la consanguinité. Alors, ces 7 premiers patients publiés NTHL1, quel était leur phénotype? On avait un patient ici avec cancer du côlon à 40 et 49 ans, cancer de prostate à 60 et 15 adénomes coliques. Sa sœur avec une histoire d'hyperplasie de l'endomètre et de méningiome à l'âge de 54 ans avec 40 adénomes coliques. Dans une autre famille, 2 cancers du côlon synchrone à 64 ans, un cancer de l'endomètre à 74 et 20 adénomes coliques. Un frère qui avait pareil, 2 cancers du côlon synchrone, des basocellulaires, un lymphome non-hodgkinien et 8 adénomes coliques. Et dans cette dernière famille avec donc consanguinité, une patiente atteinte de carcinome basocellulaire, de cancer du sein à 56 ans, de l'endomètre à 57 et qui avait 50 adénomes, un frère qui avait 10 adénomes et un autre frère décédé qui avait eu un cancer du côlon à 47 ans, un pancréas à 47, un adénocard du duodénum à 52, des amartomes biliaires et 50 adénomes du côlon. Donc voilà pour la première publication dont on disposait. On avait aussi les résultats de cette publication canadienne la même année qui rapportait dans New England le cas de cette patiente atteinte de multiples tumeurs, notamment d'un cancer du côlon à 41 ans, d'adénome colique multiple, d'un cystadénome ovarien, de névus intradermique, d'un cancer de vessie à l'âge de 47 ans, de 3 méningiomes, d'une kératocéboïde, de carcinome basocellulaire, d'un épidermoïde-ORL et d'un cancer du sein. Donc ça, c'était 2015. En 2017, et ça, on avait déjà aussi ces données-là hein, quand on a fait la V1 du panel, on avait cette fois-ci l'expérience des Espagnols qui avaient voulu rechercher ce variant décrit par les Néerlandais dans 523 familles de cancer du côlon PMMR avec pour certains les critères d'Amsterdam et 88 patients avec polypose sans explication génétique retrouvée. Et ils avaient trouvé 2 porteurs homozygotes de ce variant NTHL1 dans le groupe polypose, chez un patient de 60 ans qui avait un cancer du côlon avec 24 adénomes synchrones à 48 ans et avec 1 à 2 polypes coliques par la suite lors de colo annuels, qui n'avait pas d'histoire familiale de cancer, et chez une patiente de 73 ans qui avait une histoire de cancer du sein bilatéral aux âges de 47 et 50 ans, de cancer de vessie à 66 ans sans qu'on ait d'informations sur son statut tabagique, et donc 3 cancers coliques synchrones et de plus de 15 adénomes à l'âge de 67 ans. Avec chez cette patiente, la notion dans la famille d'un cancer prostate très âgé chez son père, une tumeur de l'endomètre sans plus de précision à 41 ans chez sa mère et d'un frère indemne à 65 ans. Les derniers qui avaient rapporté leur expérience dans cette même période pré-panel tube V1 pour nous, c'était les Anglais qui avaient rapporté dans cette étude les données de whole exome sequencing chez 863 cas de cancers colorectaux familiaux et 1604 contrôles. Donc les cas, c'était des cancers avant 55 ans sans variant génétique identifié sur les gènes connus alors de prédisposition au cancer du côlon. Ils n'avaient trouvé aucun porteur de variant biallélique NTHL1 chez les contrôles et un seul porteur d'un variant biallélique hétérozygote chez un patient de 41 ans qui avait une co-occurrence de cancer du côlon et de polypose colique. Et à cette époque, cette entité donc de porteur de variant biallélique à NTHL1 a commencé à être appelée la NAP, pour NTHL1 associated polyposis dans la littérature, et on voit aujourd'hui plutôt le terme de NATS ou de NTH, NTHL1 associated tumor syndrome. Alors,
Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui avait un peu attiré notre attention en dehors de ces descriptions de cas familiaux très éparses? Eh bien, on avait au niveau moléculaire des données intéressantes puisque il y avait des données clinico-biologiques proches de celles de la polypose associée à MUT-YH, avec dans les tumeurs analysées chez ces patients une surreprésentation de ce transition CVRT. Et on sait, enfin, c'est un profil assez similaire à MUTI qui, lui, provoque un excès de transversion, excès de transversion pour MUTI, excès de transition pour NTHL1. Ces différences il y a des différences de spécificité des substrats des deux glycosylases qui sont codés par ces deux gènes, mais assez similaires. Et donc, ce profil-là, il avait été rapporté dans l'étude Princeps des Néerlandais. Ils avaient analysé 3 tumeurs coliques et on voit notamment, pour 2 en particulier, une très large surreprésentation de ces transitions CVRT qu'on ne retrouvait pas du tout chez des patients multi-cache par exemple. Et l'étude canadienne dans l'étude canadienne, les auteurs avaient fait le même travail sur 2 des tumeurs survenues chez cette patiente lourdement atteinte, la tumeur de vessie et le cancer du côlon. Et ces 2 tumeurs, là aussi, présentaient cet excès de transition CVRT. Alors, cette surreprésentation de transition CVRT, c'est ce qui correspond dans Cosmic à la signature moléculaire SBS30, qui avait été initialement décrite dans des organoïdes de cancer colorectaux. Et il y a eu une publication en 2019 de 29 cas bialléliques de patients porteurs de variants bialléliques de NTHL1, qui étaient 19 cas non encore publiés et des cas déjà rapportés dans la littérature, chez qui il y a eu une étude tumorale à la recherche de cette signature. Alors, ces patients, c'était 26 individus, donc 29 cas bialléliques, 26 avaient déjà développé un cancer, une lésion précancéreuse, 16 avaient un phénotype multitumoral, et 24 de ces 29 patients avaient déjà réalisé une colo et avec tous des adénomes. Et donc, 14 des tumeurs survenues chez ces patients avaient été analysées et la signature moléculaire SBS30 a été identifiée dans 13 de ces 14 tumeurs qui étaient un adénome colique, 2 cancers coliques, 4 cancers du sein, un cancer de l'endomètre, un épidermoïde ORL, un méningiome, un cancer de thyroïde et 2 sur 3 des tumeurs urothéliales de vessie étudiées dans ce contexte. Donc, en 2020, quand on a fait le travail de définition du panel tube digestif, on est resté dans l'idée que ce gène nous intéressait, qu'on avait envie de creuser, mais qu'on n'avait pas de données suffisantes pour l'inclure dans le panel. Mais très vite après, au vu de l'intérêt porté à ce gène, un travail de collecte des données françaises a été entrepris pour essayer d'en savoir plus. Et je passe la parole à Stéphanie pour vous le raconter. Très bien, merci Marion, bonjour à tous. Donc effectivement, suite au travail du groupe du premier panel, du design du premier panel, nous avons collecté les données françaises pour essayer donc de préciser les risques de cancer. Donc on a sollicité les laboratoires qui avaient déjà inclus le gène NTHL1 dans leur panel NGS dans le cadre de la recherche. Ça concernait donc 11 centres et on a collecté les informations suivantes, bien sûr le génotype, les données cliniques et le nombre de panels analysés au total dans ces laboratoires. Pour les patients pour lesquels un variant de classe 3 de signification incertaine ou de classe 4 probablement pathogène avait été identifié, on a demandé des prélèvements complémentaires pour essayer d'avancer dans la classification de ces variants. Diapo suivante. Et puis donc ce travail donc, de collecte des données françaises du groupe Génétique et Cancer a été publié. C'est des travaux qui ont été coordonnés par Flavie Boulouard. Donc en synthèse, et je reviendrai plus en détail dans les diapos suivantes, donc nous avions en France 7765 panels de gènes qui exploraient le gène NTHL1. Et dans la moitié d'entre eux environ, ça correspondait à une indication de prédisposition au cancer colorectal ou aux polyposes.
L'autre moitié, donc il s'agissait de panels pour des patients dans l'indication HBOC, une indication endocrino ou dans l'indication d'analyse du gène TP53. Dans ces indications hors prédisposition au cancer colorectal, nous n'avons pas identifié de patients porteurs d'un variant pathogène biallélique de NTHL1. Dans l'indication cancer colorectal ou polypose, nous avons identifié 10 cas bialléliques NTHL1. 9 de ces 10 cas présentaient un phénotype digestif, j'y reviendrai, et 4 présentaient un phénotype de tumeur primitive multiple. Donc, en détail sur les résultats de cette synthèse française, on a donc une prévalence des variants bialléliques de NTHL1 dans l'indication cancer colorectal de 0,2%. C'est très rare, ça correspond à une fréquence dans l'indication prédisposition au cancer colorectal de 1 sur 400 à 1 sur 500 cas analysés. Donc, c'est quand même vraiment rare. Dans cette série, on avait 10 patients porteurs, je vous l'ai dit. 8 de ces 10 patients présentaient le fameux variant récurrent dont Marion vous a déjà parlé, le variant P-glutamine 90 stop, à l'état homozygote ou en hétérozygosie composite avec un autre variant pathogène de NTHL1. 2 cas présentaient des autres variants pathogènes. Donc, sur le phénotype de ces patients, de ces 10 patients, le phénotype digestif était quasiment constant. 9 des 10 patients ayant présenté une coloscopie présentaient donc des polypes et ou un cancer colorectal. On avait donc 3 cancers colorectaux dans cette série, avec un âge médian à 58 ans et des extrêmes à 45 et 72 ans. Et pour ce qui concerne la polypose chez ces patients, qui était présente chez 9 des cas, on avait un nombre de polypes s'échelonnant de 1 à 70, mais dans la majorité des cas, il s'agissait plutôt d'une polypose adénomateuse qu'on peut qualifier d'atténuée, voire de... Voilà, vous avez donc le nombre de polypes qui est indiqué sur la gauche. On a dans cette série détecté un cancer duodénal, un cancer du pancréas, 2 cancers du sein survenus aux âges de 42 et 43 ans, un carcinome basocellulaire, non, 2 carcinomes basocellulaires, un carcinome urothélial, un mélanome, un sarcome, une tumeur desmoïde de l'intestin grêle et un méningiome. Donc, je vous ai donc remis les arbres généalogiques de quelques familles. Alors là, à première vue, ça ne ressemble pas à des transmissions autosomiques récessives puisque sont indiqués tous les cancers dans ces familles. Mais finalement, quand on regarde en détail dans la famille 1, le cas index qu'on a nommé P11 présentait une polypose adénomateuse multiple à l'âge de 50 ans. Il avait perdu une sœur d'une carcinose péritonéale à 38 ans et une autre sœur qui est porteuse biallélique présente un sarcome, un goitre, un fibrome utérin et un méningiome. On peut aussi regarder la famille 2 avec le cas index qui présente un cancer du côlon à 58 ans, une polypose mixte. Et dans les antécédents, finalement, il s'agissait d'un cancer du poumon à 57 ans chez le père. Donc, pas vraiment dans le spectre. Et dans la famille 3, donc là, c'est typiquement une famille qui était dans l'indication HBOC, puisque vous voyez qu'il y a une transmission autosomique dominante de cancer du sein et que la cas index finalement a été analysée. Elle avait présenté donc un carcinome basocellulaire à 40 ans, un cancer du sein à 42 ans, un pancréas à 54 et un adénome dysplasique. Sa sœur, par ailleurs, présentait un CBC, un cancer du sein et un cancer du côlon, et on n'a pas l'information là, on n'avait pas l'information à cette époque du statut génotypique pour elle. Les autres familles sur la diapo suivante, simplement peut-être pour vous montrer la famille 7 qui correspond finalement à un cas isolé de polypose adénomateuse. Et chez ce patient, on a non seulement 35 adénomes tubuleux, mais 2 tumeurs desmoïdes de l'intestin grêle et 2 adénomes duodénaux à 69 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc sur les 2 autres familles qu'on peut finalement considérer comme des transmissions récessives, puisque vous voyez dans les antécédents, on est plutôt sur des cancers qui n'appartiennent pas au spectre, pas totalement défini, mais voilà. Sur les familles qu'on avait à l'époque, donc parallèlement au groupe de travail, enfin à la mise à jour du panel, nous avons mis à jour également les familles françaises et identifié 14 nouveaux cas bialléliques NTHL1.
pour le moment, sachant que l'actualisation est encore en cours, mais on peut déjà vous dire que 13 patients présentent le fameux variant homozygote récurrent et un Cardex présente un autre variant qui est cité ici. Très brièvement, donc sur le phénotype digestif, pour cette série de 14 nouveaux patients, on a l'information d'une coloscopie pour 11 d'entre eux et 11 présentent un phénotype digestif. Il y en a 7 qui présentent un cancer colorectal avec un âge médian de 43 ans et des extrêmes situés à 41 et 59 ans. Et donc, on a des polypes chez 10 patients, puisqu'il y a un cas de cancer colorectal qui n'a pas de polypose associée, mais 10 patients présentent des polypes avec un nombre situé entre 2 et 68 et une polypose plutôt adénomateuse en majorité. On a détecté chez ces 14 nouveaux patients, étaient présents 8 cancers du sein avec un âge médian à 42 ans et des extrêmes à 34 et 49 ans. On a un cas de méningiomatose, un cas d'astrocytome pilocytique et un cancer de l'ovaire à cellules claires. Voilà pour les cas français, donc ce qui nous porte à 24 cas français au total actuellement. Et puis, bien sûr, l'objectif du groupe de travail mise à jour des panels, c'est de refaire un état de la littérature, ce qu'on a fait à la fois pour le côté porteur biallélique et aussi porteur monoallélique. Donc, moi, je vais vous parler de la littérature concernant les cas bialléliques. On a fait donc cet état de la littérature et puis on a vu donc premièrement que compte tenu de la rareté de ce syndrome, on a donc très peu de références bibliographiques en l'état, mais on a eu à la fin de notre travail bibliographique la publication donc en novembre 2025 de cette revue par Gao et collaborateurs que je vais vous présenter maintenant et qui fait finalement l'état de la synthèse de ce qui existe sur les cas bialléliques au niveau international. Donc, il s'agit d'une étude basée sur la bibliographie, en utilisant des critères de recherche multiples sur le nom du gène, sur le mot génotype, gène et sur tout ce qui a trait à la clinique. Elle a été réalisée par 2 reviewers indépendants en sollicitant un 3e lorsqu'il y avait discordance. Donc, cette étude a identifié 565 études qui répondaient à leurs critères que je viens de citer, mais finalement, seulement 24 étaient pertinentes pour les cas bialléliques NTHL1. Donc, au total, fin 2025, dans la littérature, on avait 77 porteurs bialléliques NTHL1 dans 54 familles. Donc, 54 cas index, 30 femmes, 24 hommes et 23 apparentés, 10 femmes et 13 hommes. En ce qui concerne le génotype, on retrouve la prépondérance du variant A. Mince, il y a un petit bug. Ouais, je suis désolée. Pas de souci. Donc, en fait, oui, on retrouve la prépondérance du variant récurrent, du variant pathogène dans 50 familles. Il faut que tu te re-switches. Donc, dans 50 familles. Voilà, pardon. Voilà, soit à l'état homozygote, soit à l'état hétérozygote composite avec un autre variant pathogène. À noter que la nomenclature de ce variant récurrent a changé en raison du changement de séquence de référence. On l'appelle désormais glutamine 82 étoiles. Et seules 4 familles présentent 2 autres variants pathogènes de NTHL1. En ce qui concerne les phénotypes dans cette revue, donc la prévalence du cancer est à 82%, avec un âge médian au premier cancer à 47 ans et des extrêmes à 19 et 68 ans. Et presque la moitié des patients présentaient des tumeurs primitives multiples. Sur le côté phénotype digestif, je vais revenir en détail dans la diapo suivante, mais on peut déjà noter que la polypose est présente chez 90% des patients qui ont bénéficié d'une coloscopie, avec un nombre médian de polypes à 21. On a dans cette série 39 cas de cancers colorectaux avec un âge médian à 50 ans et des extrêmes à 31 et 73 ans. On a donc 6 cas de cancer ou polypes du duodénum. Dans cette série de 77 patients, on a 25 cas de cancer du sein avec un âge médian à 47 ans, des extrêmes à 36 et 68 ans.
8 cancers de l'endomètre, des cancers des voies urinaires au nombre de 9, 16 tumeurs cutanées, 2 tumeurs cérébrales, 14 méningiomes, la plupart étant chez des femmes, 13 femmes, des hémopathies, 7 hémopathies, un cancer de la thyroïde, un cancer de l'ovaire et un cancer du col de l'utérus. Donc, si on fait un focus en particulier sur la polypose, donc le graphique représente le nombre cumulé de polypes chez ces 77 cas bialléliques en fonction de l'âge. Et on note donc sachant que l'échelle commence à peu près à 30 ans, donc on voit la survenue des polypes, en tout cas l'âge à la dernière coloscopie, c'est surtout le nombre de polypes qu'il faut regarder, donc qui est en moyenne à 20, en médiane à 21 et qui peut aller jusqu'à 200 polypes. La nature de ces polypes, elle est plutôt de type adénomateuse. C'est le code couleur, hein, c'est les polypes, le nombre de polypes en noir correspond aux polyposes adénomateuses. On a aussi des polypes festonnés et des polypes hyperplasiques et bien sûr des polyposes mixtes. Donc, comme je le disais, 90% des patients qui ont bénéficié d'une coloscopie présentent des polypes. On a aussi donc dans cette série 50% de patients qui présentent un cancer colorectal de localisation recto-sigmoïde, côlon droit et sécom, puis transversé gauche. Et puis 4 patients avec des polypes duodénaux, dont 2 cancers. Un focus sur le cancer du sein maintenant. Donc 32% des cas bialléliques. Si on s'intéresse uniquement aux femmes, on a donc 60% des femmes qui ont un cancer du sein. Ça fait 24 cas sur 40, avec un âge médian à 47 ans. En termes de type de cancer, on a 9 carcinomes canalaires infiltrants, 1 carcinome lobulaire, 2 cancers du sein triple nègre non spécifiés et 4 cancers du sein bilatéral. À noter la présence d'un cancer du sein de grade 3 chez un homme à 58 ans. Et puis, la signature moléculaire dont vous a parlé Marion a été recherchée chez 4 cas de cancer du sein. Et ils présentaient tous les 4 la signature SBS30 en faveur de l'implication du gène NTHL1 dans le développement de ces cancers. Dans cette revue, donc, il parle effectivement de la signature SBS30. Par rapport à 2020, il y a 2 papiers supplémentaires qui ont réalisé le séquençage de tumeurs à la recherche de cette signature. Un papier en 2023 avec 2 cancers colorectaux et un cancer de l'endomètre qui présentait tous les 3 la signature SBS30 chez des individus porteurs à l'état biallélique d'un variant pathogène de NTHL1. Et puis un autre article en 2025, Walker et collaborateurs, donc, qui ont étudié 2 cancers colorectaux, 7 adénomes et un adénome festonné chez des patients bialléliques et toutes les tumeurs présentaient un phénotype, une signature SBS30. Sur la diapo suivante, justement, donc, qui est extraite de cet article de Walker et collaborateurs en 2025, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réalisé le séquençage de tumeurs de patients présentant une mutation biallélique de MUT-YH, des cas bialléliques NTHL1, et puis ensuite des adénomes développés donc, dans le cadre des adénomes MMR proficients et des cancers colorectaux sporadiques MMR proficients également. Et puis à la droite du graphique, des cancers colorectaux avec, chez des patients hétérozygotes MUT-YH ou NTHL1. Donc, ce qu'on voit bien sur ce graphique, c'est que la signature SBS30 qui est en vert kaki sur cette image permet bien de distinguer les cas bialléliques NTHL1 des autres cas. Donc, c'est vraiment une signature qui est spécifique et qui est donc très utile à la fois pour préciser le phénotype de ce syndrome appelé NATS ou NTS, en analysant, en séquençant les tumeurs identifiées chez les patients bialléliques. Et puis, c'est également très utile pour avancer dans la classification des variants de signification inconnue. Par exemple, dans le cas où on identifierait un variant pathogène, le variant pathogène récurrent GLN82 étoiles, en regard d'un variant de signification incertaine, on analyse la tumeur, on identifie la signature SBS30 et là, ça nous permet d'avoir un argument de poids fort en faveur du variant de signification incertaine qui pourrait être reclassé en variant pathogène. Donc, très intéressant. Sur cet article de revue, il discute la surveillance.
Donc ça, c'est vraiment la surveillance proposée dans cette revue, en tout cas proposée ou discutée. Sur le plan colorectal, donc, il propose de se baser sur le modèle de multi-GH avec une coloscopie tous les 2 ans à partir de 18-20 ans et une fibroscopie œso-gastro-duodénale en raison de la présence de polypes duodénaux et des cancers. Sur le plan mammaire, donc, il nous rappelle à juste titre que dans les grandes séries d'études de cas suspectés de prédisposition au cancer du sein inexpliqués encore, il n'a pas été identifié de cas des grandes séries d'analyse en exome. Il n'y a pas été identifié de cas bialléliques NTHL1. Donc, on peut néanmoins argumenter le biais de recrutement de ces analyses d'exome de prédisposition HBOC évocatrice, puisqu'on est plutôt peut-être éventuellement dans des cas familiaux, et donc ça n'est pas en faveur de la détection de ces cas bialléliques récessifs NTHL1. Quoi qu'il en soit, sur le plan mammaire, dans cette revue, la surveillance est préconisée selon l'évaluation du risque individuel et selon l'histoire familiale. En ce qui concerne l'endomètre, donc vous connaissez sûrement la faible sensibilité et la spécificité de la détection du dépistage de ce cancer. Donc, il propose néanmoins une échographie transvaginale avec biopsie. Et enfin, sur les méningiomes, la proposition de ces auteurs, c'est l'IRM cérébral et médulaire tous les 2 ans à partir de 30 ans. En nuançant toutefois le fait qu'ils n'avaient pas l'information sur la prise de progestatif chez les femmes qui ont présenté un méningiome. Et comme vous le savez, la prise de progestatif est un risque majeur dans le développement de ces méningiomes, donc à prendre avec modération. Je reprends la parole pour Oui, je crois, c'est ça. parler. Donc, c'est sur le côté biallélique de la littérature, voilà. Et donc, on passe au monoallélique. Merci Marion. Merci Stéphanie. Donc effectivement, la question c'était est-ce qu'il y avait aussi des nouveautés concernant les porteurs monoalléliques de variant NTHL1 depuis 2020? Alors, ce qu'on a comme information, on a une publication qui abordait la fréquence de ces variants en population générale, qui est très faible, puisque le groupe dans lequel ces variants étaient les plus fréquents, c'est dans la Genome Aggregation Database, c'est le groupe des Européens non finlandais, et la fréquence atteint même pas les 0,5%, on est à 0,46% de porteurs de variants monoalléliques de NTHL1. Dans les populations juives ashkénazes, on est à 0,14%, et sans qu'on ait le pourcentage, mais on voit que dans des populations qui sont moins représentées dans ces bases de données, comme les populations d'origine africaine, afro-américaine, asiatique notamment, parmi 2771 patients, seulement 3 porteurs de variants monoalléliques de NTHL1. Donc vraiment très rare. Alors, on n'a à ce jour toujours aucune donnée sur les phénotypes des porteurs monoalléliques qui sont apparentés au premier degré d'un porteur biallélique. Ça, on n'a pas encore d'informations là-dessus à ce jour. Ce qu'on a, mais qu'on avait déjà lorsqu'on a travaillé la V1 du panel, c'est cette info qui émanait de l'étude espagnole de 2017 sur les données en contexte de cancer colorectal chez des patients avec agrégation familiale inexpliquée de cancer du côlon. Et il rapportait avoir trouvé seulement 2 variants monoalléliques de NTHL1 chez leurs 523 cas. Et depuis, il y a une étude qui s'est intéressée à l'évaluation des risques de polypose et de cancer du côlon chez les porteurs monoalléliques. En tout cas, c'était ça leur question. Alors, en fait, il n'y a aucune donnée de risque dans ce travail, mais simplement la notion qu'il n'y a aucun enrichissement en porteurs monoalléliques de NTHL1 dans des populations de polypose, cancer du côlon ou cancer du côlon jeune. Ils avaient recherché des variants monoalléliques chez près de 6000 individus de ces populations-là, en comparaison à des populations contrôle issues de 3 très grandes bases de données, donc nomades, les Néerlandais et le grand Colon Cancer Family Registry Cohort. Donc pas d'enrichissement en porteurs monoalléliques chez ces patients polypose, cancer du côlon familiaux, cancer du côlon jeune versus population générale.
ce qui était très intéressant dans cet article aussi, c'est qu'ils avaient pu étudier 13 tumeurs coliques de porteurs de variants pathogènes monoalléliques des NTHL1 et que dans aucune de ces tumeurs, ils n'avaient trouvé de second événement tumoral sur NTHL1 ou de signature moléculaire SBS30. Donc, la signature SBS30, on la voit là, ça c'est des patients, des tumeurs de patients bialléliques, et chez ces porteurs monoalléliques, on voit qu'elle n'est pas du tout présente. Donc tout ça est en défaveur de l'implication de ces variants monoalléliques NTHL1 dans la survenue de ces cancers. Alors pour le risque de cancer du sein, il y a 2 études qui ont essayé de répondre à la question d'un éventuel surrisque de cancer du sein associé aux variants monoalléliques de NTHL1. Et en gros, il n'en ressort pas de surrisque significatif ou pas de surrisque cliniquement pertinent selon l'étude, puisque une étude finlandaise suggérait un possible léger surrisque en comparant 18 000 patientes atteintes de cancer du sein avec 182 000 contrôles. Mais ce surrisque n'a pas du tout été retrouvé dans cette étude internationale avec des patients et des cas issus de grandes cohortes du monde entier. Et on n'a pas donc retrouvé de surrisque de cancer du sein chez les porteuses de variants monoalléliques de NTHL1. Alors, une fois toutes ces données présentées, quels ont été nos arguments pour vous proposer l'inclusion de NTHL1 dans le panel tube digestif? Et je repasse la parole à Stéphanie pour vous le dire. Alors, surprenant, donc le début de cette diapositive est surprenant parce que effectivement, en raison de la rareté du syndrome, si on ne vous l'a pas dit 3 fois, on ne l'aura jamais dit, on n'a pas d'estimation solide de risque, de vraie estimation de risque de cancer colorectal ou de cancer ou de polypose adénomateuse ou le risque de cancer du sein. On n'a pas d'estimation de risque associée aux variants bialléliques de NTHL1 à proprement parler. Néanmoins, on a donc un certain nombre d'arguments qui sont en faveur de l'implication du gène NTHL1. Premièrement, donc, les données cliniques identifiées donc, dans les bialléliques NTHL1 sont à rapprocher de celles de la polypose associée au gène MUT-YH et qui sont finalement 2 gènes impliqués dans le système de réparation de l'ADN par excision de base, seul le substrat change et donc les données cliniques sont similaires. La signature, donc l'altération du système BER, donc qui entraîne l'accumulation de variations tumorales de type transition CVRT pour NTHL1 et donc transversion GVRT pour MUT-YH, ces signatures sont spécifiques et donc nous permettent d'établir un diagnostic et de confirmer l'implication de ces gènes au phénotype tumoral. Le modèle d'hérédité autosomique récessive à lui seul permet donc de faire le lien entre la perte de fonction complète d'une protéine, d'un gène dont les 2 allèles sont altérés avec la pathologie. Et le 3e argument, c'est la pénétrance élevée du phénotype de polypose colique. Vous l'avez vu, presque une pénétrance quasiment complète chez les patients pour lesquels on a l'information de la coloscopie et c'est quand même quand même la majorité des patients qui sont publiés, on a un phénotype polypose colique plus ou moins cancer colorectal. Donc l'ensemble de ces arguments nous ont a permis au groupe mise à jour des panels d'inclure le gène NTHL1 au titre du diagnostic à partir de ce jour dans le panel tube digestif. Alors, une fois le gène NTHL1 retenu comme pouvant être inclus dans le panel, on a réfléchi au sein du groupe de travail sur les recommandations de prise en charge à proposer à ces patients et on voit bien que on est quand même un peu embêté pour pas mal de localisations et pour l'instant, ces premières recommandations qui probablement évolueront, j'ai tendance à le penser, mais pour l'instant, on a particulièrement recommandé on a
c'est axé vraiment sur la surveillance digestive, donc une surveillance endoscopique digestive, et qui est globalement calquée sur les recommandations pour les personnes porteuses de variations pathogènes bialléliques de multi-GRH. Donc, qu'est-ce qu'on a recommandé? Une évaluation du côlon par coloscopie avec chromandoscopie à l'indigo-carmin, avec un premier examen à l'âge de 20 ans, puis à 25 et 30 en cas de normalité, et sinon on s'adapte bien sûr au phénotype s'il y a déjà des adénomes multiples, et puis ensuite un suivi par coloscopie tous les 2 ans à partir de l'âge de 30 ans, avec dans l'idéal l'exérèse de l'ensemble des polypes identifiés chez ces patients. Au niveau du tube digestif haut, bien qu'il y ait beaucoup moins de données, c'est vraiment pas compliqué de faire une endoscopie haute à l'occasion d'une coloscopie, donc on a recommandé une surveillance aussi du tube digestif haut, calqué sur les recos multi-GRH, avec un premier examen à 25 ans, puis à 30 ans en cas de normalité, puis une périodicité qu'on valide en fonction des scores habituels, le score de Spiegelman en l'occurrence pour l'atteinte duodénale. Ça, c'était bien sûr pour les porteurs bialléliques de variant MPHL1. Pour ce qui est des autres risques, pour la surveillance mammaire, à ce jour, manque de données sur l'implication des variants bialléliques de MPHL1 et le groupe de travail n'a pas retenu d'indication de surveillance mammaire spécifique sur ce seul statut génétique, mais pour l'instant, une recommandation de surveillance basée sur l'histoire familiale des patientes, et pour les autres risques, notamment endomètre, voie urinaire et méningiome, de la même manière, du fait de ces incertitudes quant à l'implication des variants bialléliques de MPHL1 dans ces phénotypes, à ce jour, pas de recommandation de dépistage systématique. Alors, pour les porteurs monoalléliques, on va distinguer, comme dans multi-GRH, les apparentés au premier degré d'un porteur biallélique et des porteurs sans apparenté atteints de NATS. Et donc, pour les apparentés au premier degré, on maintient à ce jour un dépistage colique selon l'histoire familiale. Donc, quand on a un patient atteint de NATS, on va dépister la famille sur la base de l'histoire de ce patient, avec un début des coloscopies à l'âge du diagnostic des polypes s'il n'y a pas de cancer, ou classiquement 10 ans avant l'âge du cancer et au plus tôt à 25 ans s'il y avait un cancer du côlon, et au plus tard à 45 ans, et une rythmicité de coloscopie tous les 5 ans. Donc, les porteurs monoalléliques qui n'ont pas d'apparenté atteint de NATS, on ne fait pas d'exploration endoscopique systématique basée uniquement sur ce génotype, et on fait un dépistage colique selon l'histoire personnelle et familiale de la personne, selon les recommandations habituelles de la HAS. Alors, pour ce qui est des tests présymptomatiques, donc les tests génétiques dans les familles de patients atteints de NATS, donc pour les apparentés de ces patients, là encore, des recommandations de tests génétiques selon les mêmes modalités que pour multi-GRH. Les tests génétiques chez les parents vont principalement permettre de confirmer le statut biallélique de notre cas index. Pour les frères et sœurs, on recommande un test ciblé sur le ou les variants identifiés chez le cas index. Et pour les enfants, on proposera un séquençage complet de MTHL1 à l'âge adulte, mais en rappelant que le risque est très faible en dehors d'un contexte de consanguinité d'être porteur biallélique, étant donné la prévalence très faible des variations de MTHL1 en population générale qu'on a revu ensemble tout à l'heure. Et on n'a pas retenu d'indication de test génétique chez les apparentés de personnes porteuses d'un variant monoallélique en l'absence de contexte de consanguinité. Donc, on approche de la fin de cette présentation et il nous reste 3 diapos à vous montrer. Donc, cette diapo de conclusion pour dire que après ce travail d'expertise de NTHL1 par le groupe de travail mise à jour des panels, eh bien, NTHL1 rejoint les gènes verts qui font partie donc, du panel tube digestif officiel, on va dire. Il y a donc 5 gènes qui, pour l'instant, restent orange et qui ne resteront peut-être toute leur vie, voire resteront rouges, mais 2 d'entre eux, quand même, attirent l'attention de certains d'entre nous, et je fais un peu de teasing pour dire que ceux qui seront proposés à l'expertise, mais il y a beaucoup de gènes à expertiser, donc voilà, mais c'est vrai que les gènes MSH3 et CTNN1 dans les gènes frémissants étudiés lors de l'AV1 du panel tube sont peut-être ceux qui
nous intéresse le plus. Et pour ce qui est de NTHL1, on ne va quand même pas s'en arrêter là, puisqu'il reste beaucoup de questions. Et dans les préconisations et perspectives que le groupe de travail mise à jour panel a identifiées, on va essayer de continuer d'estimer les risques de polypose et de cancer associés aux variants bialléliques de NTHL1 en France. Donc ça, c'est le travail que Antoine Depeau et Stéphanie ont entrepris de mise à jour des données des labos et des consuls oncogénétiques françaises pour les 22 familles identifiées. On va essayer de mieux évaluer la contribution de ce génotype au phénotype extra-digestif, puisque c'est vraiment sur ces tumeurs-là qui reste beaucoup de questions. On aimerait questionner les labos qui font des analyses tumorales sur la faisabilité d'études tumorales pour rechercher la signature mutationnelle SBS30 dans des tumeurs non coliques de ces patients porteurs de variants bialléliques de NTHL1. Et on aimerait aussi creuser la question des porteurs de variations monoalléliques apparentées à nos patients bialléliques. Et là encore, on va sans doute pouvoir en apprendre plus en travaillant sur les données des labos et des consultations d'oncogénétique françaises. Il nous reste à remercier tous les cliniciens et biologistes du GGC, bien sûr tous les membres du groupe de travail mise à jour panel, et à vous remercier tous pour votre attention. Merci. Surtout un grand merci à vous deux, Marion et Stéphanie. Super clair. Voilà, bravo, bravo. D'ailleurs, il y a des petites mains qui s'affichent, je ne sais pas qui arrive à faire ça. C'est Antoine. Bravo, Antoine. C'est vraiment ce qui manquait. Même en ayant fait partie du groupe de travail, je l'ai trouvé particulièrement bien, votre présentation. Donc, merci à vous. Donc là, on va ouvrir pour la discussion. Alors là, on est sous un format pas tout à fait webinaire, mais les gens peuvent s'exprimer. Donc, je vais regarder dans la conversation. N'hésitez pas à mettre des questions par écrit. On a 10 minutes, si vous le souhaitez, pour revenir sur certains points. On a fait beaucoup d'audience, au maximum, on était 97 au passage, je vais regarder. Donc, et on est encore 95, donc vous n'avez pas perdu grand monde en cours de route, Stéphanie et Marion. Oui, non, pas du tout. Donc, est-ce que, alors d'un côté, s'il n'y a pas trop de questions, on peut se dire que c'est très très clair. Donc, soit si possible par écrit, soit vous levez la petite main Teams là de façon à ce que on puisse vous repérer. À ce moment-là, vous pourrez prendre la parole. Je ne vois rien pour le moment. Ça a l'air très très clair. En attendant, il y avait eu un petit aller-retour, je pense. Déjà, les labos avaient été très sollicités. Le groupe labo, donc par la mise à jour des données françaises, avait été sollicité. Ce point est important puisque dans toutes nos mises à jour panel, là, on présente l'étape finale, mais évidemment, les labos sont interrogés en amont sur tout ce que concerne la faisabilité. Comme tu l'as dit, oui, normalement, demain, dès aujourd'hui, on pourrait rendre en diagnostic ce gène. Tu peux peut-être insister sur le fait qu'on n'avait pas identifié de problème de faisabilité, en fait, sur le fait de passer au diagnostic. Je pense effectivement qu'il y a la majorité des laboratoires qui font le panel digestif, qui ont déjà le gène NTHL1 et d'autres frémissants qui sont dans les panels au titre de la recherche pour l'instant. Néanmoins, il y a certains labos qui doivent quand même mettre à jour. Je sais que certains labos respectent stricto sensu, Oui. même en termes techniques. Le COFRAT aussi. Et voilà, exactement, ne capture pas forcément les gènes. Donc, il faut quand même laisser un petit timing et même un timing assez sérieux pour mettre en place l'ajout du gène NTHL1. Mais je pense que voilà, c'est dans les papiers. Oui, je pense qu'on peut, à vous de vous rapprocher bien sûr de vos labos préférés pour voir donc avec quel timing, quel calendrier ça puisse apparaître sur vos nouvelles feuilles de diagnostic de panel tube digestif. Bon, on parle de choses très très rares. Après, vous verrez aussi s'il faut revenir en arrière. Je crois qu'il y a deux questions. Il y a deux questions, oui.
Bravo. Oui, Merci déjà à tous ceux qui me laissent une trace écrite parce que nous, on va les garder aussi par derrière et on y reviendra. Alors, on va aller peut-être les faire dans l'ordre. Alors, Benoît Mazel, qui vous remercie. Est-ce que, Benoît, vous voulez prendre la parole éventuellement, ouvrir votre Oui, bien micro sûr. à ce moment-là? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien. Du coup, je me demandais si on estime que la fréquence des porteurs hétérozygotes en population générale est vraiment très rare et qu'on n'irait pas jusqu'à tester les conjoints des hétérozygotes. Quel est au final l'intérêt de séquencer l'ensemble du gène chez les enfants d'un patient biallélique, comme on fait avec Muti? très bonne question. On en a pas mal parlé pendant le groupe panel. Je pense que c'est la prudence sur le côté clinique qui nous a. Puis c'est sur le modèle multi-YH, hein, quand bien même le variant est rare. Voilà, on a quand En fait, même ouvert. la question se pose aussi pour plein d'autres maladies récessives, hein, Mm. même hors Tout à fait. et on se dit jusqu'où on va parce que tout ça coûte de l'argent pour au final Mm. très peu de patients concernés. Enfin, c'est une question ouverte, hein. Mhm. Euh, Alors, je ne sais pas si c'est Véronique Marie, c'est un peu du même ordre. Une question pour les tests apparentés, que préconisez-vous? Bon, ça rejoint un petit peu cette question. Vous pouvez peut-être montrer la diapo où il y a les recommandations de tests présymptomatiques. Mais Alors, sur les effectivement, en termes tests, de discussion, oui, voilà, c'était pas si facile que ça, la discussion, et de se décider hein, dans le groupe de travail jusqu'où on allait, parce que, y compris pour Musi d'ailleurs, on est pourtant qui est plus fréquent, on a tous des expériences diverses sur ces tests. On ne sait jamais, grosso modo, qu'il faut tester, hein, pour résumer. Donc là, ce qui me on est paraît très gardé sur un. important, Ouais, excuse-moi, ce qui me paraît très je important, t'en prie. c'est de tester la ségrégation des allèles. Surtout, enfin voilà, dans le cas d'identification de 2 variants hétérozygotes pathogènes chez un cas index, certes, ça peut, l'hypothèse la plus probable, c'est que les variants soient en trans, mais là, la ségrégation, on va l'utiliser pour vraiment confirmer la nature biallélique des variations. Donc ça me paraît hyper important. Après, sur le côté tester les enfants en complet, je préférais que ce soit un clinicien qui réponde. Est-ce que c'est aussi lié à votre pratique, au message que vous donnez aux patients? Marion, qu'est-ce que tu en penses? Non, bah, je trouve qu'à compter du moment où on sait d'emblée quand on les teste que le risque va être très très faible. Donc déjà, on les teste dans un contexte où le risque est très faible, mais quitte à le faire, autant le faire bien. Enfin, ce serait quand même. On voit qu'il y a un variant prédominant, qui est le variant historique, mais on est quand même à une période où, moi personnellement, de toute façon, si l'enfant arrive 30 ans plus tard, a été testé dans un autre labo, je sais que mon labo, ils feront un panel NGS. Donc, l'un dans l'autre, ça va être la même chose en pratique. Je pense pas que ce soit un gros débat. Très bonne question de Marie-Pierre également. Oui, Marie-Pierre, tu veux prendre la parole? Oui, en fait, ce que je posais comme question, c'était savoir si toutes les analyses qui ont été faites sur tumeur, si c'était sur du tissu congelé ou sur du tissu fixé. Parce que le problème des tissus fixés, c'est qu'on a des problèmes de désamination spontanée, donc avec des mutations qui peuvent gêner l'identification des signatures, et manque de bol, c'est justement ce type de transition en fait, qu'on voit. Ouais. Et donc, il peut gêner vraiment la découverte de ce type de signature. Ouais, Parce je sais qu'on a fait ce type d'analyse dans un certain nombre de cas, justement, pour pouvoir aider à la classification de variantification inconnue. Et souvent, ça revient non interprétable parce que c'est souvent des études qui sont faites sur des blocs qui sont relativement anciens parce que c'est du rétrospectif. Et avec, du coup, des résultats qui étaient non interprétables, malheureusement, à cause de ça. Très très bonne question. Je n'ai pas la réponse du tac au tac, je préfère vérifier, je regarde. Alors peut-être qu'en allant, ça va être un peu différent, mais on peut l'interrogation, du coup, c'est pour
en tant qu'outil, FFPE ou c'est congelé, ça. en fait. Oui, voilà, parce qu'en fait, Oui, mais bon, donc là, à chaque fois, on voit c'est 100% signature, etc. Mais est-ce que du coup, ça avait été fait sur du tissu Ouais. fixé ou du tissu congelé Ouais. ou peut-être que Ouais, finalement, ce qu'ils ont rendu, c'est que les interprétables et Oui, j'aurais bien envie de dire que c'était du congelé parce qu'ils ont quand même pas beaucoup de cas analysés, même parmi les grandes séries. Tu vois, la série de Grollman en 2019, c'était 29 cas bialléliques. Ils ont analysé seulement 14 tumeurs. 14 Donc, tumeurs, j'ai envie de te dire qu'à mon avis, c'est plutôt du congelé. ouais. Mais du À coup, ça risque, vérifier. si on veut mettre ça en pratique, enfin voilà, dans la routine, Oui, ça risque de poser souci. ouais, tout à fait. Ouais, plus que l'analyse qu'on cite là. Même sur le côté effectivement rétrospectif, on va être vite limité sur le côté Ouais. reprise des données, mise à jour. Ouais. Ce qu'on pourra en revanche faire, et bon, quand on voit le nombre de familles en France, on voit bien que c'est pas un truc qui va nous occuper tous les jours, mais ce qu'on pourra faire, c'est qu'on voit que cette signature se retrouve aussi sur les polypes, que ce soit les adénomes ou les polypes festonnés. Donc je pense qu'on pourra assez facilement congeler un polype à la colo suivante si vraiment En on a un prospectif, souci, ouais. quoi, en prospectif. Ouais. Ça, c'est Mais, bien, ouais. du coup, à prévoir. Effectivement. À Ouais. prévoir, ouais. Tout à fait. Ouais, il faudra peut-être qu'on le rédige ça. Petit côté pratico-pratique, mais fort Oui. utile, Oui, parce oui. que si on veut enregistrer des Excellente question. données, ouais, très bien. On Mm. n'avait pas trop détaillé ce cas-là. Merci Marie-Pierre. Ah, une question de Julie Leclerc. Julie, tu peux prendre la parole. Alors, j'essaye de prendre la parole si ça Ça y est, c'est fonctionne. bon. Ah, On Ça vous marche. entend. parfait. Je me posais la question, donc pour les cas index, on identifie un variant hétérozygote seul. Donc, s'il n'y a pas de cas hétérozygote composite dans la famille, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt finalement à les rendre? Enfin, on pourrait se poser la question, puisqu'il n'y aura pas de surveillance particulière pour eux et pas de test dans la famille. Ouais, je te renvoie à la question. Est-ce que tu rends les multi-VHH hétérozygotes chez les cas index dans l'indication prédisposition aux polyposes ou cancer colorectal? Oui, mais là, effectivement, vu la fréquence des mutations, on peut se poser la question. Oui. Bah, en fait, moi, je le rendrais. À Oui, partir oui. du moment où c'est un variant pathogène, quand bien même il est monoallélique, mettez dans l'indication, encore une fois, dans l'indication cancer côlon ou polypose, je le rendrais dans l'éventualité voilà, d'un défaut du séquençage qui passe à côté d'un variant qu'on n'aurait pas vu sur l'autre allèle. Pour interroger sur la consanguinité aussi, ça nous fera vérifier quand même ce point-là. Enfin, je suis d'accord avec toi qu'on aurait tendance à le rendre, mais bon. Oui. Voilà, on peut se poser la Mais question quand même. c'est bien de se poser la question pour qu'on soit d'accord, effectivement. Et ça permettra de continuer d'avoir des infos sur les risques chez ces patients. Oui, mais ça, c'est bien sûr ce qu'on a tous envie d'avoir pour avancer sur les connaissances, mais il faut que le message clinique, lui, soit bien clair sur le fait, d'ailleurs, tu l'as marqué sur ta drapeau, oui, qu'on n'en sait rien, que le risque est très, très faible, donc c'est plus, alors là, j'oserais prédire, c'est presque plus pour collecter des données que, voilà quoi. Non, puis pour quand même interroger sur la consanguinité, ce serait Bien trop sûr, bête. ça c'est l'occasion, effectivement. Mais c'est sûr qu'on ne recommande rien à ces patients. Ouais. Ok, merci beaucoup. Très belle présentation, merci. Merci. Alors, Christine, vas-y, tu peux prendre la parole, Christine Mogard. Alors, si elle arrive à parler, sinon... Bon, Christine, je lis ta question. Et l'association NTHL1 plus MUTI, en avez-vous vu? Alors, ça y est, ça marche. Vas-y. C'est pas une question innocente. Pour la bonne raison qu'on a le cas. Voilà, c'est très désagréable parce que Christine. Il y a de l'écho. On comprend pas en fait. Donc, j'ai lu ta question donc sur le fait est-ce qu'il y a eu déjà des associations décrites sur MUTI justement et NTHL1 dans vos articles, vous avez vu quelque chose? Non. Mais Christine a l'air de dire qu'elle en a un. Donc alors là, j'espère que tu vas pouvoir le faire remonter. Mais moi, j'avais pas compris, j'ai rien entendu là, donc. Voilà. Et plus.
Donc, le cas de l'année sur une association des plus rares. Ah, bah voilà, puis en plus, elle nous précise. Merci, Christine. Ah oui. NTHL1 homo et multi-GH hétérozygote. Oui. Et alors, est-ce qu'il y avait un phénotype particulier? J'aurais tendance à dire non. Un cancer du sein. Ah, en prime. D'accord. Tu finis de nous enfoncer, là. Elle n'a pas encore eu sa colo. Donc, on va voir. Ouais, là, tu sais pas encore. Laisse-nous le bénéfice du doute sur le phénotype digestif. Voilà. Donc, suite au prochain numéro. Ouais, non, mais intéressant, c'est sûr. Alors, Marie-Pierre, dans l'article de Walker et collaborateurs en 2025, l'article qui étudie un certain nombre de tumeurs, à la fois des multi-GH, NTHL1 et des tumeurs non mutées au niveau constite, enfin, chez des patients sporadiques, c'était sur du FFPE. Ah. Intéressant, là, pour le coup. Oui. Je vais relire attentivement tout ça. Mais c'est une très bonne question. 13h33, je vois plus une nouvelle question. Donc, si quelqu'un est en train de réfléchir à quelque chose, il peut nous en faire prendre la parole ou nous mettre un petit mot. Vous avez toujours aussi loisir d'adresser un petit mail à Marion et Stéphanie, qui bien sûr nous reforwarderont au moins à le groupe de travail, mais là ça ira plus vite en passant par Marion et Stéphanie. Tout à fait. Bon, là j'ai l'impression qu'on a fait l'ensemble. Donc, un gène de plus dans le panel digestif. Alors, en pratique clinique, il ne va pas nous occuper énormément, hein, parce que comme c'est très rare, on ne va pas en avoir beaucoup des cas comme ça. Par contre, très, très bien documenté à chaque fois. Côté labo, il y aura des remontées d'informations parce que toutes ces données seront évidemment très précieuses. Et pour le moment, pour les tests en cascade, on va dire on reste très conservateur avec un petit intérêt recherche, voilà. Et puis, bon, quelques petits arguments pour dire c'est l'occasion de chercher la consanguinité, etc. Je suis un peu moins convaincu que mes collègues hein, sur tout ça. Mais en tous les cas, là, on se dit qu'on le fait en tous les cas pour le moment, et peut-être un petit délai de décalage entre le moment où on dit oui, évidemment, c'est à mettre dans le panel, et évidemment le moment où vos labos référés pourront vous le sortir en diagnostic. Alors, s'ils l'ont dans les panels techniques, ça sera déjà plus simple. S'ils ne l'ont pas, là, évidemment, il faudra un petit peu plus de temps. On va dire les choses comme ça. Donc, ça, c'est des discussions à avoir. Bon, j'ai parlé pour voir s'il y avait une autre question qui venait, mais non. Donc là, je crois que je peux vraiment vous remercier une fois de plus, Marion et Stéphanie, pour votre présentation super claire. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que tout le monde était... C'est des petits... Ah si, il y a quand même quelqu'un qui arrive. Si nous identifions une mutation chez un patient, pouvons-nous vous en informer? Isabelle, sans nom. Bah oui, évidemment. Bien entendu. C'est Ouais, Isabelle c'est pas... Coupier, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, bah oui, Isabelle, allez, vas-y, oui. En fait, oui. Au centre, nous, le laboratoire, c'est Cerba. Et donc, du coup, toutes les mutations qu'on trouve, quels que soient les gènes, en fait, vous n'êtes pas forcément informés parce que ça ne passe pas par les labos institutionnels. Ce n'est pas notre choix, nous, c'est le choix de la direction. Et donc, voilà, c'était pour vous dire, si on en trouve, est-ce qu'on voulait... moi, ça me paraît très bien de vous les référer à Stéphanie ou à toi, Catherine, peu importe, mais on n'en aura pas beaucoup, on est d'accord. Bien sûr, vous pouvez, Isabelle, tu peux envoyer l'arbre généalogique à Antoine, qui fait la collecte et la mise à jour de toutes les familles françaises. Bah, très bien. OK. Ouais.
Parfait. Avec plaisir. Après, Et puis, avec quand la... on en voilà. arrivera au stade des publications, en incorporant ce cas, on verra ce qu'on fait, parce que là, le CERBA ne fait pas partie du groupe génétique et Tout à cancer, fait. évidemment. Tout à Donc, fait. bon, on trouvera des astuces ou Oui, bon, voilà, on moi, trouvera, c'est on juste pour trouvera. faire avancer les choses. Mais bien sûr, t'inquiète. Donc, on trouvera comment faire. Voilà. Donc, D'accord, parfait. ça, on fera ça en off, mais t'inquiète pas, on trouvera comment faire avec un autre labo de référence. Enfin, on trouvera. Oui. Mais je suis d'accord avec toi que quand même l'information est super précieuse, surtout sur des choses rares. Donc, c'est compliqué de se priver d'informations nouvelles. Bon, Merci là, cette beaucoup. fois-ci, c'est bon, on arrête. Merci à tous. J'espère que ce modèle-là de webinaire de retour, là, après un travail dans un groupe de travail, justement, j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc du coup, on essaiera de refaire comme ça pour que l'information redescende plus vite. Je souris parce qu'il y a Audrey qui a trouvé où faire des petits applaudissements. Donc voilà. Bon, bah ok, un modèle à garder. Bon, bah merci à tous. Nous, on va replancher bientôt dans le groupe la semaine prochaine sur NF1. Donc ça, on va faire ça à la réunion du 19 mars. On a eu une invitation. Ouais. Oui, certainement. On va savoir. Je vais vérifier certainement 5 minutes avant la réunion du 19 mars. Et on aura une autre réunion le 10 septembre. Alors, j'ai pas eu le temps d'envoyer des messages généraux. Et là, il y a, le 10 septembre, alors j'ai senti qu'il y avait des petits appels du pied là, de Marion, ça frémissait là, du côté du digestif. Mais bon, je vous rassure, on ne prend pas que le digestif, hein, exemple NF1. Donc, en tous les cas, ceux qui penseraient à des gènes à mettre à jour, soit parce qu'ils n'ont jamais été pris dans les panels actuels, soit parce que vous pensez que sur les risques de cancer associés, il faut replancher sur quelque chose, vous pouvez toujours nous soumettre ça. Donc, pour le moment, envoyez-moi déjà vos sollicitations et je me chargerai ensuite de vous dire. Après, on va mieux s'organiser. Mais là, on teste quand même un peu le système aussi. Voilà. Donc, pour ceux qui voudraient plancher sur quelque chose, de toute façon, ça sera pour le 10 septembre, à ce moment-là, que les choses seraient mises en place. À très bientôt à tous. Et encore merci à Marion et Catherine. À bientôt. Merci. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.